Donc voilà. Dans tout ça, dans ce doute qui gagne l'opinion publique américaine depuis hier, qui s'est intensifié avec ce scoop du New York Times, ce scoop de CNN, et cette position extrêmement étrange des républicains qui sont passés un par un, ils ont défilé à Fox News pour nous dire que oui, mais non, mais non, mais oui, mais non, vous comprenez rien. Donald Trump est venu apporter enfin de la clarté. C'était ce matin, ce matin, heure américaine, donc dans l'après-midi, heure européenne, puis en début de soirée, il y a eu 2 interventions face aux médias, il y a eu une conférence de presse, et puis il a répondu à quelques questions. On va écouter l'explication de Donald Trump. C'est parti, Thomas. Thank you, Mr. President. You've made clear your position on what impact the strike. Should we go in? One follow-up on Iran. Both you and Secretary Rubio and Hegseth mentioned the leak. But can you clarify, is the intelligence correct or is the intelligence wrong? Well, the intelligence was very inconclusive. Okay. The intelligence says we don't know. It could have been very severe. That's what the intelligence says. So I guess that's correct. But I think we can take that we don't know. It was very severe. It was obliteration. And you'd think that a media outlet would say, isn't that a great thing? I mean, more importantly for the pilots, for the military, you take their guts out. You take their absolute guts out. They had a tremendous attack. It was a complete obliteration. The other team, the other group, Iran, said, let's stop this. And you know what? Israel said it too. Very smart. They fought like hell, and then they said, let's stop. And they're going to build themselves. And I really see it as sticking. I mean, we may do papers on it, Marco. Maybe we're going to do papers. I don't even know if you need them. They're not going to be fighting each other. They've had it. They've had a big fight, like 2 kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Voilà, donc pour l'occasion, Donald Trump nous a ressorti l'accordéon invisible. Et quand Donald Trump ressort l'accordéon invisible, c'est qu'il patine dans la choucroute entièrement parce que on vous montrait les difficultés de Fox News à donner 2 informations qui ne pouvaient pas être mises ensemble. Bah là, chez Donald Trump, il y en a 15 d'un coup. Lui, il y arrive. Mais d'un coup, il faut quand même aller un petit peu ramer. Donc, d'ailleurs, si dans le chat, on avait l'emoji accordéon, il est là. Et donc, en gros, c'est impossible à traduire. Hein. Je vous rassure tout de suite, si vous ne comprenez pas l'anglais, je comprends l'anglais et moi non plus, je ne comprends pas. Donc, c'est impossible à traduire où il va dire tout et son contraire on lui pose la question de savoir alors ce rapport secret des services de renseignement, destruction ou pas destruction. Et il va dire en gros que le rapport, en fait, il est très simple. Ça veut dire que peut-être il y en a eu, que c'est bon, mais que c'est pas bon, que c'est ça, mais que c'est peut-être pas ça, que finalement c'est une complète destruction. C'est ça, Thomas, je résume bien? Et que l'Iran et Israël sont comme 2 enfants. Ouais, ça on y reviendra après. Mais il a réutilisé le mot 2 ou 3 fois, the complete obliteration. Voilà, et donc c'est encore cette histoire de les patriotes, les avions, etc. Et ça, c'est la porte de sortie, hein, c'est cette fameuse rampe de sortie que l'administration Trump a trouvée parce que, évidemment, les Américains, démocrates comme républicains, et surtout les républicains se décrivent comme étant des patriotes qui ne mettent jamais en doute l'armée. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un petit sondage extrêmement intéressant, je pense que je l'ai mis, Thomas, sur qui approuve les frappes. Et vous allez voir, et c'est un retournement complet de l'opinion du côté des républicains. Donc vous avez 87% des démocrates qui désapprouvent ces frappes. Vous avez 64% des indépendants également. Mais ce qui est fou, c'est que le parti MAGA, depuis 2016, se positionne comme étant le parti qui est contre les guerres, contre les frappes, etc. America First, the pro-peace ticket. Et là, on voit que 85% approuvent parce que c'est Donald Trump. Donc, vous voyez, vous avez
vous avez ce changement. Oui. N'oubliez pas le sondage qu'on vous a montré, voilà, c'est la semaine, c'est les jours avant l'attaque, où on avait vu que même la majorité des républicains ne souhaitaient pas, ne pensaient pas qu'il devrait avoir des frappes et on devrait s'impliquer dans le conflit entre l'Israël et l'Iran. Et voilà, ça a vite changé ça. Et c'est le même organisme, non c'est CBS, mais bon, dans tous les cas, si c'est YouGov qui a fait ça, et donc vous êtes passé de 23, c'était ça, très bon rappel Thomas, on était à 23% de républicains qui étaient pour. Maintenant que Donald Trump l'a fait, on est passé à 85. YouGov avait vu la même chose. Et Ouais, on avait vu, c'était ce que tu disais, c'est que comment ce soutien à la guerre en fait a descendu. Et ben là, on a retrouvé en fait maintenant en os. Donc ça, c'était un aspect. Et donc, comme je vous le disais, cette stratégie d'utiliser la fibre patriotique chez les Américains en disant on ne critique pas l'armée. Donc, si vous critiquez ce qui s'est passé, si vous mettez en avant plus que l'échec, en fait, ce qui est intéressant au-delà de cet échec et qui peut être analysé en termes de degrés, c'est jamais blanc ou c'est jamais noir, c'est-à-dire est-ce que c'est pas un échec total non plus, je ne parle pas que du système électrique, c'est un échec par rapport à ce que Donald Trump a vendu, c'est tout. Et dans la réalité, lorsque les médias mettent en avant ça, c'est justement pour tracer ce contraste avec ce que l'administration Trump vend depuis samedi soir, cette destruction complète, cette oblitération complète. Et donc, dans ce cadre-là, c'est ça ce que ne veut pas Donald Trump. C'est pas qu'on critique le succès ou pas et ce degré de succès ou pas, mais que l'on critique sa communication et comment en fait il a voulu scorer immédiatement une victoire politique, parce que c'est ça, encore une fois, qui intéresse Donald Trump. Et donc la nouvelle stratégie, c'est d'utiliser les histoires de patriotes, et on voit que c'est sûrement en termes de spaghetti, j'imagine, je suis certain que la Maison-Blanche a dû faire travailler non-stop, 24 heures sur 24, les instituts de sondage qui travaillent avec eux, avec souvent des groupes, des groupes d'Américains pour aller percevoir ce que l'opinion a vraiment. Et le sentiment que j'ai depuis hier, c'est qu'ils ont choisi, en tout cas, il y a des efforts concertés pour que ça soit cette histoire de critique de l'armée. On l'a vu dans les Truth Social de Trump, on l'a vu aussi dans certains de ses messages. Et tout à l'heure, donc, lorsqu'il y a eu cette conférence de presse dans le cadre du sommet de l'OTAN, il y a même eu de la chorégraphie. Non, Donald Trump ne s'est pas mis à danser. Pas cette fois-ci, mais vous allez voir, on lui pose une question sur le sujet et il prend automatiquement un pas en arrière en donnant la parole à Pete Hegseth, qui est là pour sortir. Donc Hegseth était là pour engueuler les journaux. Donc tout ça, c'est parce que ça va être utilisé et projeté aux États-Unis. Je peux vous dire que je suis allé voir, la séquence tourne non-stop sur Fox News et d'expliquer que en fait, la presse n'est pas que l'ennemi du peuple, c'est aussi l'ennemi de l'armée. C'est extrêmely grave. Vas-y Thomas, on écoute Pete Hegseth. One follow-up on Iran. So people like you picked up and said, oh, it's not severe. We're just no, looking for the the next report was not a complete report. Yeah, the message was probably wait till you know the answer before you... And, sir, did you not have a public component to your Zelensky meeting for a tactical reason with President Putin? Let him answer this. Hello, Mr. Secretary. Yeah. There's a reason the president calls out fake news for what it is. These pilots, these refuelers, these fighters, these air defenders, the skill and the courage it took to go into enemy territory flying 36 hours on behalf of the American people and the world to take out a nuclear program is beyond what anyone in this audience can fathom. And then the instinct of CNN, the instinct of the New York Times is to try to find a way to spin it
for their own political reasons to try to hurt President Trump or our country. They don't care what the troops think. They don't care what the world thinks. They want to spin it to try to make him look bad based on a leak. Of course, we've all seen plenty of leakers. And what do leakers do? They have agendas. And what do? Do they share the whole information or just the part that they want to introduce? And when they introduce that preliminary, a preliminary report that's deemed to be a low assessment, you know what a low assessment means? Low confidence in the data in that report. And why is there low confidence? Because all of the evidence of what was just bombed by 12 30,000-pound bombs is buried under a mountain, devastated and obliterated. So if you want to make an assessment of what happened at Fordo, you better get a big shovel and go really deep, because Iran's nuclear program is obliterated. And voilà, ton arrêt sur l'image à la fin était extraordinaire. Avant de rentrer dans les détails du coup de colère préparé de Pete Hegseth, vous avez Donald Trump qui dit non, laissez-le parler, parce qu'il sait exactement ce qui va se passer à ce moment-là, avec effectivement on pointe du doigt. Moi, ça me rappelle lorsque je regardais par moments certains épisodes de The Apprentice et que il y avait d'un coup une envolée lyrique d'un des candidats parce que Trump était là et qui était en train de regarder et qu'il fallait, faire comme il faut. C'est ce que tu me disais quand on regardait la vidéo. Il prend le moment, il sait qu'il y a son patron qui est derrière lui. Voilà, c'est le gars qui signe l'échec, qui lui a donné le poste. J'y vais à fond. Donc voilà, et donc là, on introduit une nouvelle dimension, que c'est une fuite, mais elle n'est pas vraiment complète, et que de toute manière, ce n'est pas un rapport très très sérieux. C'est le seul qui existe et qui est confirmé par le rapport des Israéliens. Et vous imaginez que de toute façon, si ce rapport n'avait pas de l'importance qu'il a, on n'en parlerait plus. Et donc, là aussi, il a lancé le signal que donc on réutilise le mot oblitéré, c'est-à-dire qu'on vient confirmer que Donald Trump est le plus grand et le meilleur. D'ailleurs, Marco Rubio a fait dans le même cadre une seule intervention qui était uniquement pour flatter Donald Trump en public avec Trump à côté. C'est ça c'est désormais le rôle d'un secrétaire d'État, c'est de flatter Donald Trump. On aura un dossier sur la stratégie de la flatterie. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Et donc, ça, c'était ça. Et on a entendu Hegseth aussi parler, vous n'avez aucune idée. Donc, évidemment, d'accuser les médias en leur disant « allez prendre une pelle et allez creuser pour voir à quoi ça ressemble ». Voilà, c'est la formule qui plaît énormément. Et aussi, évidemment, de dire vous n'avez aucune idée de ce que c'est une mission, du sacrifice qu'ont fait ces pilotes, etc. etc. Personne d'entre vous pourrait même comprendre ce que exactement. Et là, pour Donald Trump, c'est le signal. Il va sortir son petit violon et il va s'approcher du micro. Et Pete Hegseth va lui laisser la place. Hein, c'est vraiment, on voit le numéro de duettiste qui est préparé, qui a été sûrement répété devant un miroir ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il arrive, il prend le archet, il met le violon et c'est parti sur les héros. So people like the fake news wants to say. But you're not disputing the report said what it said, even though it was initial. The report said what it said, and it was fine. It was severe, they think, but they had no idea. They shouldn't have issued a report until they did, but we've gotten the information. I think Pete said it better than you can say it. And, you know, you should be proud, you, especially you, should be proud of those pilots, and you shouldn't be trying to demean them. No, those pilots flew at great risk, a big chance that they'd never come back home and see their husbands or their wives. Let me just tell you, you and NBC, fake news, which is one of the worst, and CNN, New York Times, they're all bad. They're sick. There's something wrong with them. But you know what? You should be praising those people instead of trying to find some. By trying to go and get me, you're hurting those people. They were devastated. You know, I got a call from Missouri, great state, that I won 3 times by a lot. And I got a call that the pilots and the people on the plane were devastated because they were trying to minimize the attack. And they all said it was hit. But we don't think it was really maybe hit that badly. And they were devastated. They put their lives on the line, and then they have, and I'm not referring to you, but real scum come out and write reports that
are as negative as they could possibly be. It should be the opposite. You should make them heroes and heroines. You should make them really people that they were so devastated when they heard this news. And you know what they said? One of them, I spoke to one of them, said, "Sir, we hit the site. It was perfect. It was dead on." Because they don't understand fake news, because they have a normal life, except they have to fly very big, very fast planes. But it's a shame. You should be making them heroes. All right, in the back. J'ai vraiment du mal. La partie où il raconte, évidemment, on sait, tout le monde sait, il le sait, les journalistes le savent, tout le monde sait que ça ne s'est jamais passé. Lorsqu'il imite le pilote qu'il appelle en lui disant « Oh, sir, on est tellement triste, c'était une frappe parfaite, vous auriez dû voir ça. Et puis pourquoi on ne respecte pas? On est complètement détruit avec... alors du coup c'est des snowflakes, ils ont des sentiments, les pilotes, les warriors, on est complètement détruit avec nos épouses, nos familles, parce qu'on ne nous respecte pas, parce qu'on sort ce rapport. Et en plus, il commence en nous expliquant que non, le rapport, il dit que les frappes ont été sévères, mais ils n'ont aucune idée. Lui, il sait, mais le reste, non. Exactement, des very fast planes. Donc voilà, donc c'est le numéro qu'on essaye, encore une fois, c'est le numéro avec au milieu, évidemment, des insultes. Des insultes contre les médias américains en expliquant que ce sont des ordures, hein, c'est le mot quand même qui est extrêmement violent qu'il utilise. Évidemment, je ne vais pas vous montrer tous les extraits. Il a aussi demandé que Pete Hegseth, parce qu'on parle de guerriers, bon, ils sont moralement atteints là parce que CNN a sorti, et le New York Times a sorti un scoop, que Pete Hegseth soit nommé non plus ministre à la Défense, mais ministre de la guerre, hein, en disant peut-être on pourrait voir ça à mon retour à Washington, si c'est possible de revenir à ce terme qui était utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que bon, voilà, il explique qu'on est en guerre. Hier et avant-hier, il nous expliquait tout le monde que c'était des frappes. Ça, et on oublie l'autre chose juste sur ça. Je veux pas que nous on oublie ça. Parce que voilà, ça fait partie de ce théâtre de Trump qu'on a accepté. Là, il est là à faire, comme vous dites, à presque pleurer avec la voix tout douce, tout ça. Vous expliquez, ah mais vous êtes méchant, il faut pas être tout ça. 24 heures avant ça, il était là sur la pelouse de la Maison Blanche en disant « Iran and Israel don't know what the fuck they're doing ». Et on a oublié, mais regardez le jeu qu'il joue, ça me rend fou de voir qu'il s'échappe avec ça. Quoi. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous vous rendez compte dans l'intonation de sa voix et puis son langage corporel, les épaules et les bras qui tombent près de son corps, il est complètement dévasté par ce qui se passe. Et donc voilà, et ça c'est une stratégie de ce témoignage, où il n'y a jamais aucun témoin d'ailleurs à ces témoignages, où un général vient le voir, où un mineur vient le voir, où un policier vient le voir. Là, c'est un militaire en disant voilà, sir, et il se met à pleurnicher. Évidemment, je pourrais reprendre plusieurs extraits, comme je vous le disais. Je veux juste qu'on en regarde un, parce que on a vu tout à l'heure, et Thomas le remettra à la fin de l'extrait, cette information confirmée par tout le monde, y compris par les Israéliens, mais aussi des agences indépendantes, et qui est dans le rapport du Pentagone, le fait que l'uranium a été déplacé. Et quand on pose aujourd'hui la question à Donald Trump, on écoute sa réponse. Thank you, Mr. President. You've made clear your position on what impact the strikes had. I wanted to ask you what is next with Iran. For instance, is there any indication from U.S. intelligence that Iran was able to move any material, including No, just the opposite. We think we hit them so hard and so fast they didn't get to move. And if you knew about that material, it's very hard and very dangerous to move. It's called in many people, they call it dust, but it's very, very heavy. It's very, very hard to move. And they were way down, you know, they're 30 stories down. They're literally 30, 35 stories down underground. I think you got it all. Oh, yeah, we think we got it.
Donc là, il parle de ces 900 kilos qui sont désormais dans la nature, qui sont disparus. Les experts nous parlaient de la possibilité de les déplacer en 10 camions. On en a vu 16 qui étaient à l'entrée de Fordo avant ça. Donc là, il nous dit non, c'est très très difficile et rien n'a été déplacé. Alors qu'on le voyait, c'était un des scoops confirmés par plusieurs sources. Par plusieurs sources Ouais. dans les services israéliens en disant non, ça a été déplacé. Et donc, dans ce contrôle de l'image, encore une fois, on en revient à cette règle. Je sais, je me répète, que tout ce que fait Trump, même lorsqu'il est sur la scène internationale, c'est pour les États-Unis. Donc, je vous ai expliqué ce qui est en train de se dérouler au Congrès. Donc, le Congrès qui devait être briefé hier, et ça a été annulé à la dernière minute sans explication. Donc, on devait leur donner des informations. On a vu que le Tulsi Gabbard devait être là, que le patron de la CIA devait être là, qu'un représentant, que le général Kane devait être là. Très bien, Thomas. Il devait y avoir un représentant de Rubio, un représentant de XF. Ça a été annulé à la dernière minute et repoussé en fin de semaine. Surtout, le dernier, évidemment, c'est la Chambre des représentants parce que c'est là où il y a le plus de démocrates. Donc, on a mis ça au vendredi après-midi. Le week-end arrive, rappelez-vous, le Friday Night News Dump. Et en fait, c'est pire que ça. Et rien que ça, si l'électeur américain de base passait 30 secondes de moins sur son téléphone et 30 secondes de plus à réfléchir, rien que ça, c'est la mise en garde, il devrait y avoir toutes les sirènes d'alarme qui s'allument, c'est lorsque Donald Trump vient de décider, c'est un scoop de Axios qui est sorti il y a quelques minutes, quelques heures, en expliquant que Trump a décidé de limiter les informations qui vont être partagées aux élus du Congrès. Officiellement, c'est en disant il y a eu une fuite et c'est pas patriote de critiquer tout ça. Mais donc voilà, ça veut dire quoi? Pourquoi Trump ne veut pas passer le rapport dans son intégralité aux élus du Congrès, d'après vous? C'est parce qu'il sait que le rapport, comme l'a raconté le New York Times et comme l'a raconté CNN, démontre qu'il a exagéré et menti avec son administration sur ce qui s'est passé samedi dernier. Ah, c'est un scoop énorme qui, comme tu as dit, si c'est juste tu vois ce scoop-là, ça raconte l'histoire. Ça raconte l'histoire, mais malheureusement, voilà, ça va passer comme ça. Et donc, au-delà de ça, Donald Trump donc, était à l'OTAN. Il n'était pas venu pour ça. Évidemment, il y a la question ukrainienne. Le rapport, effectivement, je pense qu'on n'en verra jamais l'intégralité à partir de la semaine prochaine. Et ça aussi, c'est le genre de scandale qui n'intéresse personne. À partir du début du mois de juillet, l'accès aux archives nationales aux États-Unis devient de plus en plus compliqué pour les citoyens. Avant, vous pouviez aller vous présenter comme n'importe quel citoyen parce que les documents, ils appartiennent au peuple américain. Donald Trump travaille pour le peuple américain. Et donc, à partir de début juillet, ça va être de plus en plus compliqué d'accéder aux documents officiels de la présidence Donald Trump. C'est une réalité, c'est d'une tristesse absolue et c'est d'un danger vraiment important. Mais évidemment, tout ça, les gens diront, oui, mais est-ce que ça touche le prix des œufs ou pas? Non, ça ne touche pas le prix des œufs, ça touche à l'essence même de la démocratie. Donc, on va refermer ce dossier de manière provisoire de l'Iran, Israël, les frappes américaines, la communication de Trump, communication politique pour essayer d'avoir enfin, après 5 mois de présidence, une victoire politique, alors que, je vous rappelle, le 14 juin, 5 millions d'Américains ont défilé, 1,9% de la population adulte a défilé dans les rues pour demander qu'il n'y ait pas de Kings, no Kings. Il voulait une victoire politique, il pensait que ça allait lui offrir une victoire politique, et le problème, c'est que cette victoire politique, il l'a eue pendant 12 heures. Il l'a eu le dimanche matin,
lorsqu'il y a eu la conférence de presse de Pete Hegseth. Encore une fois, il est là que pour ça, soyons clairs. Et puis également la manière dont la presse régionale qui a titré très rapidement, la presse locale titré rapidement sur ce mot de oblitération, alors qu'on découvre que c'est vrai, que c'est faux. Donc on va fermer provisoirement ce dossier et on va ouvrir un dossier OTAN. Et on parlait de la flatterie tout à l'heure, Thomas, de Pete Hegseth et de Marco Rubio ou de J.D. Vance quand il est là. On va en ouvrir un autre qui est un dossier lié à la flatterie pour obtenir des résultats de Donald Trump. On se retrouve tout de suite après. « 37 449 abonnés. Ah, il nous manque un abonné. Cliquez sur ce bouton pour vous abonner. Cliquez sur cette notification. Venez nous rejoindre. Nous sommes plus de 2500 en direct. Merci d'être là avec nous. On a aussi passé la barre des 550 pouces. Et on va vers les 600 gentiment. Donc laissez votre pouce aussi. Ça nous aide énormément. Comme Suzy qui a partagé ce stream sur X. Merci beaucoup. Et évidemment, un énorme merci à tout le monde qui apporte son soutien à travers Super Chat et Super Sticker, comme Fanny depuis la Corse qui nous laisse son Super Sticker. Merci Fanny. Merci beaucoup. Marie-Ange qui nous laisse un petit sticker Red Rose, magnifique, merci beaucoup. Et Marie qui est repassée par Super Sticker. Et oui, des experts de secte pour rendre la lumière aux républicains. Oui, souvent on parle des quelques républicains qui se mettent contre Trump, mais il n'y en a pas bien assez. On est d'accord sur ça. Non, et puis avant de continuer, c'est une transition fantastique parce que je ne savais pas trop à quelle place le mettre, mais je voulais absolument vous le montrer. Ce tweet de J.D. Vance et cette réponse de Thomas Massie. Thomas Massie, on vous en parle depuis quelques jours. C'est ce républicain qui a souligné que la décision de Trump n'était pas constitutionnelle et Donald Trump a décidé, c'est un élu du Kentucky, et il a décidé de tout faire pour qu'il perde la prochaine élection en organisant des primaires et en finançant des primaires contre lui pour les élections de 2026. Et donc, J.D. Vance a posté un tweet pour se dire comment il se régalait d'être et se demandait si les autres vice-présidents avant lui avaient eu autant d'excitation que lui. Et la réponse qui tue, et c'est un vrai de Thomas Massie en lui disant « il n'en a plus rien à faire ». Il sait que sa carrière politique est terminée dans quelques mois dans le Kentucky ultra rouge. Et la réponse qui est énorme, s'il était présent dans la chaîne, il aurait gagné un sticker. Je vous le dis. Il aurait gagné le lot complet d'ailleurs. Je pense qu'il aurait gagné les 3 parce que c'est énorme. Et il dit va demander un petit peu à Mike Pence sur ce qui s'est passé pour son dernier mois. Tu vas voir comment c'était excitant. C'est énorme, non? T'en penses quoi? Ah, super fort. Mais il faut rappeler ce genre de choses. C'est déjà le J.D. Vance, c'est ridicule son tweet qui nous pose ça. D'ailleurs, c'est une parenthèse, mais je ne sais pas. Moi, si j'étais vice president, jamais j'utiliserais des emojis dans mes tweets. Déjà, voilà, mais c'est une parenthèse. Mais voilà, superbe réponse, c'est très bien, cassé, très efficace. Brice de Nice. Donc, il y a une stratégie. Et c'est la seule. Et c'est prouvé. Moment après moment, qu'une des stratégies les plus efficaces, et je pense que c'est peut-être malheureusement la seule, je me reprends, peut-être malheureusement la seule, d'obtenir quelque chose de Donald Trump, c'est de le flatter. C'est de le flatter. Et les Européens ont parfaitement compris la chose.
un jour, il y aura des livres qui seront écrits et des révélations comment on flattait d'un côté Donald Trump et derrière son dos, on rigolait parce que souvent, il y a cette dimension-là. Mais les Européens ont compris que il fallait flatter Donald Trump et sa venue à La Hague, donc aux Pays-Bas, était extrêmement importante dans le cadre du financement de l'OTAN et la certitude que l'allié américain tiendra sa promesse. On a vu aussi qu'il faut flatter le porte-monnaie, le portefeuille de Donald Trump. Et donc, c'est pour ça qu'avant son arrivée, tout ça, il n'y a rien de hasard dans la communication politique. Avant son arrivée, il y a entre autres la Grande-Bretagne qui a expliqué qu'ils allaient acheter des nouveaux avions de guerre aux États-Unis. Donc, il y a tout cet environnement. Et donc, du côté du secrétaire général de l'OTAN, on a très bien compris ça. Et la preuve que ça marche, c'est que il y a, par exemple, hier, ce texte envoyé, et on sait que quand on envoie quelque chose à Donald Trump, il y a le risque ou la chance que ça devienne du domaine public, parce que Donald Trump est tellement content quand on le flatte, il va aller le partager sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a Mark Rutte, ou Rutte, je ne sais pas comment on dit en néerlandais, qui, donc secrétaire général de l'OTAN, qui écrit à Donald Trump, Monsieur le Président, cher Donald, pour le féliciter. Et Donald Trump va partager ça sur les réseaux sociaux, en expliquant parce que, en gros, voilà, tu vas avoir un autre grand succès. Tu es le seul à pouvoir ça. Aucun président américain n'aurait pu faire la même chose, ce que tu es en train de venir. Et puis, on se voit très vite, et c'est là le point intéressant, lors du dîner de Sa Majesté. Donald Trump, comme beaucoup d'Américains d'ailleurs, a une fascination pour ce qui n'existe pas aux États-Unis, le no kings, les rois et les reines. Alors c'est pour ça qu'on a toujours mis des familles, comme la famille Kennedy en avant. Avant ça, il y avait la famille Vanderbilt, Rockefeller, etc., pour essayer d'expliquer que c'était en gros la royauté américaine. Mais il y a une fascination, moi, qui m'a toujours troublé aux États-Unis, depuis que nous sommes aux États-Unis, vers la famille royale britannique, anglaise. Tous ces moments sont télévisés, mais avec un succès énorme ici. Ouais. Non, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et Trump, on le sait, il y a eu des tas de livres, d'articles qui ont été écrits par le sujet. Il a cette fascination-là. Et un de ses plus grands, il écrit dans son livre, justement dans un livre qui fait le point sur son mandat en mettant son premier mandat de président avec des photos. Pour lui, le sommet de sa présidence, c'est d'avoir été reçu à Buckingham Palace par la reine Elisabeth. C'était le sommet. Et les Européens ont bien compris ça. Et donc, hier, au lieu de l'inviter, et on va voir son arrivée là pendant que je parle, au lieu qu'il loge du côté de l'ambassade ou du côté d'un hôtel, on l'a invité à venir, voilà son arrivée, à l'inviter à passer la nuit au palais royal aux Pays-Bas. Ouais. Et donc, vous avez son arrivée. Et je peux vous dire que dans l'ego narcissique de Donald Trump, ce moment-là, c'est énorme. Il y a tout le monde qui est là au garde à vous. Il y a le tapis rouge qui attend. Il y a les costumes. C'est le grand moment. Et ça permet de le flatter. On va voir comment il est dans son élément. C'est très très bien joué de la part des Néerlandais. Donc on le voit rentrer. Je vais vous montrer et on va l'écouter maintenant, cette vidéo
elle est extraordinaire parce qu'elle est sans filtre. Elle me rappelle un petit peu cette émission de la télévision belge dont le nom m'échappe à l'instant, mais ça va me revenir pendant qu'on regarde la vidéo. Vous allez voir les coulisses de l'arrivée de Donald Trump à l'intérieur. C'est un enfant. Il est heureux. Vas-y, Thomas. Thank you. To the threshold. We're going to move up, you said, yeah? You said we're going to move up? Yeah, like we're standing. Good morning, sir. We'll start right here, and in 3, 2, 1. Somebody that's actually asking. Can you believe it? Thank you. That's amazing. So I was closer. That's the picture we want. Yeah. Well, I hope you slept well. It was great. Yeah? Thank you all very much. Thank you very much. Wonderful. But actually, Mr. President, to tell you, that's you. Voilà, le sourire m'éclate. Je pense qu'on a les photos, on a le résultat des photos. Donc voilà, on le voit, tu vas nous mettre le résultat des photos. Donc vous avez celle-là, et puis il y en a une deuxième, je pense, dans le même style. Aïe. Bon, celle-là, je pense qu'elle n'a pas été approuvée. Je ne crois pas qu'elle sera publiée par la Maison Blanche. Elle sera publiée par la Maison Blanche. Et donc, vous voyez, il est content. Il est content. On le flatte, on le traite comme un prince. Il adore ça. Il a débarqué, on a vu sa limousine. Il a débarqué avec ses vêtements. Avec ses vêtements marqués POTUS, on va voir ça aussi. Oui, ça absolument. Vous allez adorer. Donc voilà, il y a ces costumes, qui arrivent. Le fameux 45-47. Il s'en remettra jamais de ne pas avoir le 45-46-47. Hein. Donc voilà, il arrive, ça fait partie de cette stratégie de flatterie. Il y a une très bonne, c'est du Colgate, c'est sûr. Il y a un très bon dessin qui a été publié sur Donald Trump qui va dormir au palais à Houston Bosch en disant où est le jacuzzi. On le voit avec sa casquette MAGA et en expliquant que la diplomatie commence avec un bon matelas. C'est exactement. C'est très fort. C'est exactement ça. Et donc, ça, vous avez eu le texto. Vous avez eu Viens dormir à la maison, Donnie. Donc ça a été Viens dormir au palais. Hein, tu verras, c'est très sympa. Donc ça a été la première chose. Et puis, il y a eu ce moment où, justement, en public, devant les journaux, on va flatter Donald Trump en lui donnant son nouveau surnom préféré depuis la campagne, en parlant de lui comme étant Daddy. Vas-y, Thomas. Fight like two kids in a schoolyard, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes do strong language. You have to use strong language. Every once in a while, you have to use a certain word. Donc voilà, je préfère pas imaginer ce qui se passe dans la tête du secrétaire général de l'OTAN qui doit se dire on va le faire rire, Daddy. Résultat, et Donald Trump, il ne se rend jamais compte de la distance, quoi. Il a aucun recul sur ça, quoi. C'est pour lui, on lui fait un compliment, c'est vrai. Et d'ailleurs, il a toujours dit que il aime certaines personnes parce que ils sont
pro-Trump, ils sont pour Trump, ils sont donc voilà. Et donc, cette question de daddy, Donald Trump, il prend ça très très au sérieux, non? Pour lui, vraiment, il mérite quelque part, de toute façon, c'est juste un petit surnom, mais il admet ça. Il est revenu sur cette question de daddy. Go ahead, back white, yeah. White jacket, yeah. Go ahead, give my mic. Hello. Deborah Haynes from Sky News. Mark Rutte, the NATO chief, who is your friend, he called you daddy earlier. Do you regard your NATO allies as kind of children? No, he likes me. I think he likes me. If he doesn't, I'll let you know. I'll come back and I'll hit him hard, okay? No? He did it very affectionate. Daddy, you're my daddy. Do you regard your NATO allies, though, as kind of like children and they're... Bon, on arrête l'émission. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Voilà, c'est fini. Vous avez raté. Thomas découvrait la vidéo, j'imagine. Tu ne l'avais pas vu. La réaction de Thomas, mort de rire au moment de cette vidéo, comme Rubio derrière. Et non, on lui prend ça premier degré, très sérieux. Non, c'est très affectueux. Et puis, il rajoute dessus, viens ici, mon daddy. Donc voilà, c'est plus Donny, c'est daddy. C'est daddy Trump. Ouais. Vas-y, dis quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais on en est arrivé où, là? Voilà, je vais laisser le chat répondre pour moi. Non, le chat, ça ne doit pas les faire réagir, ce genre de séquence. Mais on va le voir. Tout ça, ça marche. Bravo. Vous avez raison, Européens. Oui, Daddy Cool. Très, très bonne référence à la chanson des années 70 de disco. Donc, bravo. Tout ça, ça marche. Ils ont raison de le faire. On va voir la photo officielle. On n'a jamais vu Donald Trump aussi heureux que... Évidemment, ça se passe en plus devant un palais, que à ce moment-là, alors que il était venu dans l'idée, bon, salade photo, ça sera pas non plus la photo officielle parce que il a pris un coup de vent, ça c'est certain. Mais la deuxième, vous allez voir, il a la banane, il est complètement heureux alors qu'avant de partir, il avait dit en gros, regardez-le, il est super content et c'est presque un sourire naturel. En plus, il n'y a pas le pouce, rien. Il est là, il est heureux et ça, c'est super important parce que ce côté être heureux, ben, ça a des résultats. Par exemple, et ça a surpris tout le monde, il a évoqué l'idée de passer, alors on ne passe plus d'armes, à l'Ukraine, plus rien pour se défendre, on abandonne Zelensky, etc. On choisit le camp de Poutine. Il est passé, après ce traitement-là où il a été flatté tout le long, à évoquer, dans un échange avec une journaliste dont le mari est soldat et elle-même est ukrainienne, évoquer l'idée de missiles patriotes versés à l'Ukraine pour se défendre et d'accuser, de pointer publiquement, et c'est une première, la responsabilité de Poutine dans cette guerre. Il n'a jamais fait ça, mais c'est parce qu'il y a eu tout ce travail diplomatique en amont. On écoute Donald Trump. Go ahead. You once said that you would end the Ukraine war in 24 hours. You later said that sarcastically. Well, of course it was sarcastic. But you've now been in office for 5 months and 5 days. Why have you not been able to end the Ukraine war? Because it's more difficult than white shirt. Oh, she's all excited. So, BBC News Ukrainian. Where are you from? I'm from Ukraine. Oh. So my question to you is whether or not the US is ready to sell anti-air missile systems Patriot to Ukraine. We know that Russia has been pounding Ukraine really heavily right now. Are you living yourself now in Ukraine? My husband is there. Wow. And I can see you're very, it's amazing. And me with the kids, I'm in Warsaw actually, because he wanted me to be. Is your husband a soldier? No? He is. He's there now? Yeah. Wow. That's rough stuff, right? That's tough. And you're living here? In Warsaw. And you're a reporter? I am. Good.
So let me just tell you, they do want to have the missiles, okay, as they call them, the Patriots. And we're going to see if we can make some available. You know, they're very hard to get. We need them too. We were supplying them to Israel, and they're very effective, 100% effective. Hard to believe how effective. And they do want that more than any other thing, as you probably know. That's a very good question, and I wish you a lot of luck. I mean, I can see it's very upsetting to you. So. Voilà, ça permet même ce Donald Trump-là. Publiquement, en plus, on ne l'a jamais vu, où il interagit et il semble réellement touché par l'émotion de cette femme journaliste qui explique qu'elle a 2 enfants et le mari est en Ukraine et il fait partie de l'armée. Et donc là, d'un coup, il dit oui, on est en train de voir pour transférer ces missiles patriotes qui ont un taux de succès à 100%, qui ont été utilisés par Israël pour se défendre, les passer à l'Ukraine. Et je peux vous dire que si les Européens, les dirigeants européens, avaient choisi une position de défiance par rapport à Donald Trump, jamais il n'y aurait eu ce moment-là. Ce moment, il est parce qu'il y a eu d'abord toutes ces étapes qui nous ont fait sourire, à juste titre, de flatter Donald Trump. Et donc là, il a répété le fait que désormais, il voulait être fidèle à l'article 5 au niveau de l'OTAN, etc., etc. C'est parce que l'Europe, et c'est super intelligent, a choisi cette stratégie et cette stratégie fonctionne. De mots à ajouter, Thomas ? Je ne sais pas, c'est quand on a vu un moment aussi présidentiel, on va dire, et humain du côté de Trump. C'est un exemple fou. Voilà, allez, on fait une petite pause et on ouvre le journal des vaguelettes. C'est parti.